Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, 92.1 sur la bande FM à Bruxelles, www.radiocampusbruxelles.org et là vous pouvez nous écouter via notre site internet. Bienvenue dans Histoire de savoir, version sciences humaines, Déborah Fabré au micro. Et cette semaine, dans Histoire de savoir, eh bien, nous poursuivons, pour la dernière fois, je vous rassure, notre périple autour des épopées authentiques de Anne Lévy-Morel. Je vous remets un peu dans le contexte. Anne Lévy-Morel a donc été l'invitée d'une rencontre à la médiathèque. C'était un midi. Et Radio Campus s'y est évidemment invité. Et donc, j'ai eu l'occasion de lui poser des questions par rapport à sa trilogie, ces trois épopées authentiques. Le premier, c'est Le rêve de Gabriel, qui a fait l'objet de la première émission. Ensuite, Sur la pointe du cœur. Sur la pointe du cœur, c'était donc cette épopée authentique autour de l'hôpital Saint-Pierre, pas autour, carrément dedans, à travers différentes portes. C'était un voyage donc autant à travers l'hôpital, mais pas une visite guidée de l'hôpital. C'était vraiment une dimension beaucoup plus interne, on va dire, beaucoup plus romantique aussi, ou plutôt poétique. Mais ça, donc elle vous en a parlé la semaine passée. Ici, on va plutôt aborder le pourquoi du titre Sur la pointe du cœur et la raison de ce titre et aussi de ce documentaire, de ce film Sur la pointe du cœur va évidemment nous emmener vers la troisième épopée authentique, à savoir Manneken Pis, l'enfant qui pleut. Voilà, mais je vous laisse donc découvrir la suite et fin de cette rencontre avec Anne Lévy-Morel. C'était donc à la médiathèque de l'ULB il y a quelques semaines.
le film s'appelle Sur la pointe du cœur parce que si on regarde le plan de Bruxelles, ce qu'on appelle le Pentagone, vilainement, que nous devons à la deuxième enceinte. Moi, j'ai cherché quelles étaient les raisons pour lesquelles la deuxième enceinte avait une forme de cœur, ce qui a ensuite fait que sous Napoléon, on a fait des murailles, et puis après, au moment de l'Expo 58, c'est devenu des tunnels et le petit ring, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise, vous savez, le duc Jean II de Brabant était très sentimental et il avait voulu que la deuxième enceinte ait une forme de cœur, mais il y avait plein de raisons. On voulait entourer certaines choses, profiter de marécages, de lignes de défense naturelles, aller entourer un endroit, laisser la léproserie dehors, enfin dans une espèce de dehors-dedans, etc. Et donc, l'hôpital Saint-Pierre est sur la pointe du Pentagone. Puis voilà, il y avait une série de potentiels de jeux de mots et de double sens qui n'existent, je pense, pratiquement que pour moi, mais peu importe, le titre est resté celui-là et que chacun le comprenne comme il veut. Donc les portes suivantes sont c'est la porte du vivre ensemble, et précisément qui s'appelle Le pouls du monde dans le film. Moi, j'avais comment dire, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire de Bruxelles pour ce film-là, à partir du prétexte de la deuxième enceinte. Et puis j'ai beaucoup voulu sortir de l'hôpital, mais ça ne marchait pas. Le film rejetait ça comme une greffe qui ne prend pas. Une fois qu'on est dans un hôpital, c'est comme un trou noir d'énergie. On reste scotché. Enfin, il y a un côté centripète qui fait qu'on reste là. On en sort un petit peu, mais on en sort avec l'ambulance, on en sort pour d'autres histoires qui finissent par réaboutir à l'hôpital lui-même. Et donc, c'est ce qui a donné le lien vers le troisième film, tout ce matériau sur l'histoire de Bruxelles. Ça a fermenté, il fallait que ça devienne quelque chose. Et c'est devenu le film qui s'appelle Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Mais c'est ça en fait la transition, parce que dans ce film ici, donc Sur la pointe du cœur, il y a régulièrement cette référence à la ville, mais aussi surtout à la ville médiévale. Vous avez gardé ce côté médiéval plus que la ville actuelle Oui, en fait, c'est parce que dans une ville médiévale, c'est comme, ça m'avait frappé, un hôpital, une vie humaine ou une ville médiévale, ça a ses points en commun. C'est-à-dire, ce sont des endroits ou des états dans lesquels on entre, il y a une porte qui est vraiment, qui représente vraiment quelque chose d'important. À l'intérieur de la ville, il y a un certain nombre de contraintes et de protections et de privilèges. Et puis un jour, on ressort de la ville et on ne sait pas ce qu'il y a après. Et donc, ce côté médiéval allait bien avec, d'une part, l'histoire de l'hôpital lui-même, même si en fait, il n'y a rien, il y a absolument, à part l'endroit, il n'y a absolument rien de médiéval dans l'hôpital Saint-Pierre que j'ai filmé. Il y a un bout qui est du XXe siècle, bord du XXIe, et il y a tout le reste est des années 35. Enfin, il est essentiellement, ce qu'on a filmé est essentiellement du XXe. Mais il y a le fantasme, il y a l'imaginaire, il y a tout, comment tout cet imaginaire travaille y compris sur le personnel de l'hôpital lui-même. Et en fait, les sujets de films intéressants, c'est ça, c'est ce qui fermente dans c'est pas juste bien sûr le réel pur et dur et intéressant, mais il est toujours agrémenté de ce qui va fermenter autour. Enfin, c'est toute la différence entre exactitude et vérité, quoi. Ici, on cherche la vérité, donc on peut se permettre des détours et des petites excursions qui donnent peut-être, oui, cet aspect poétique, si vous le dites. Et donc, premier film, on part d'une tribu, donc de 4 familles. Le deuxième, là, c'est déjà beaucoup plus gros, c'est un hôpital. Et puis là, carrément, après, on passe à une ville. Donc, il y a aussi, oui, j'irai pas au-delà. Non, c'est trop. Mais déjà, c'est déjà par rapport aux protagonistes ou de ce qui a traité, c'est une foule de gens là maintenant. Oui, c'est plus compliqué à faire et à structurer et tout ça.
On en parle d'abord de Manneken Pis, L'enfant qui pleut, ou comment vous voyez la suite? Je pense qu'on regarde un extrait. Parfait. Mais on peut en parler pendant qu'on change de DVD, si je suis capable de faire 2 choses à la fois, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hop. Voilà. Donc là, on part sur évidemment la ville de Bruxelles et par son symbole emblématique finalement, Manneken Pis. C'est dans l'idée d'abord de vouloir parler du symbole ou de parler de Bruxelles? Quel était le départ? Le départ, c'est le... Oui, dans l'histoire de Bruxelles, je suis tombée sur... il faut appuyer sur français et puis aller à la minute 39. Je vais aller à la minute 30. Vous pouvez y aller? Ah oui, non, il va passer tout ça. Il va passer tout ça. Mais Manneken Pis est un bon personnage de documentaire parce qu'on croit qu'on le connaît et en fait, on ne sait presque rien. Et puis de nouveau, c'est quelqu'un... On a avec lui une relation comme on pourrait avoir avec un vieil oncle qu'on visite pas souvent, mais et sur lequel on a des idées un peu toutes faites comme ça, mais en fait on le connaît pas. Et d'ailleurs il y a plein de légendes autour de ce petit garçon et finalement d'ailleurs le film les pose, mais il n'y a pas de réponse donnée, donc on reste toujours, c'est pas un travail journalistique comme vous disiez.
Il y a plein de langues dans ce film, donc après si on met pas les sous-titres, il faut à la fois comprendre le français, le flamand, l'espagnol, le bruxellois, l'anglais et non, on va pas regarder le début, on va regarder voilà. Oui, peut-être quelques mots d'introduction. Voilà, comme je pense qu'on est quand même là où on est, comme on est là où on est, on va regarder Mannequin Peace dans un cadre académique, scolaire, et avoir un petit mot du doyen d'en face. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui cet extrait-ci. En gros, se fait ça. Cuando un extranjero te mira, ve tu identidad, es inevitable. Quizá por eso les gustan tanto los extranjeros a los bruxellois, porque es una manera de tener una identidad de inmediato. Acá la pregunta constante es, ¿pero de dónde venís? ¿Hace cuánto vivís acá? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu origen? Je m'appelle Ömer. Je viens de Turquie. Je suis en Belgique. Depuis, Kawani, s'il te plaît. Depuis que? Depuis une semaine. Une semaine. Bonjour, je m'appelle Gorge, je viens de Arménie, j'habite à Bruxelles. J'ai ici les 12 mois. Je viens ici parce que Belgique c'est très joli et j'aime les Mannequin Peace. Bonjour, je m'appelle Alima, je viens d'Espagne, j'habite à Bruxelles depuis 4 mois. J'aime Bruxelles parce que c'est la capitale de la Belgique. Et c'est ta capitale aussi, Madame la Pluie. Regarde-toi, que tu es bariolée. Tu es une hybride, comme nous, à l'aise au milieu de ces courants contradictoires. On est à peu près à mi-distance entre les masses d'air qui nous viennent du pôle et les masses d'air qui nous viennent des tropiques. Donc en gros, on a des influences multiples. Quand une masse d'air rencontre une autre masse d'air, elle ne se raconte pas des histoires de masse d'air, elles s'affrontent et ça forme ce qu'on appelle un front. C'est à cet endroit-là, à l'endroit du front, que les nuages apparaissent. Même quand il fait beau, on prévoit qu'il pleut. Il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, mais il va pleuvoir. Il pleut aujourd'hui, hein? Oui, mais demain il fera beau. On ne parle jamais du beau temps sans parler de la pluie. Ben, Bruxellois va vous dire, ben, aujourd'hui, Wannewer, hein, et Wannewer veut dire quel temps. Les gens qui sont néerlandophones vont comprendre Wannewer, mais ils ne vont pas comprendre aujourd'hui. Et les francophones vont comprendre aujourd'hui, ils ne vont pas comprendre Wannewer. Alors seul le Bruxellois va pouvoir comprendre ce mélange qu'il y a. Mais c'est assez
C'est un folklore, c'est beau quand vous entendez un Bruxellois avoir une conversation d'1 heure et que vous entendez ce mélange des deux langues. Alors que maintenant, le pays essaye de séparer ces deux langues. On essaye de mettre une frontière entre la France, entre la Flandre et la Wallonie, et Bruxelles se trouve là au milieu, en se disant, oui, mais nous, on devient quoi? Se croiser, s'enchevêtrer, s'influencer, se laisser traverser, laisser passer, laisser pisser. Les Bruxellois des siècles précédents en ont fait un mode de vie. Et même une force. Sur les tapisseries de Bruxelles, il y a 2 lettres dans le bas. BB. Bruxelles-Brabant. C'était marqué. Attention, c'était pas une petite chose, hein. C'est un des objets qui coûte le plus cher. Et c'est à Bruxelles qu'on fabrique les plus belles. C'est la télévision de l'Ancien Régime, hein. Et donc c'est très puissant. À l'époque, le Bruxellois était fier de ses qualités professionnelles, de l'argent qu'il gagnait. Vous savez, la Grand Place n'a s'est pas construite avec l'argent des pauvres, hein. Le destin de Bruxelles est d'être une capitale. Et ce destin remonte à 6 ou 7 siècles, au moins. Bruxelles était probablement une des plus belles et une des plus riches villes du monde. Bien avant Charles Quint, sur l'empire de qui le soleil ne se couchait jamais, plus de 100 ans avant, les Bruxellois s'étaient déjà ruinés pour attirer un autre précurseur de l'Europe unie. Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Maar ze waren natuurlijk niet dom. Want als je bijvoorbeeld bestuurd wordt door de hertogen van Bourgondië, dat zijn de grootste potverteerders van Europa. Er is niemand die meer met geld door deuren en vensters smijt dan zij. En al hun onderdanen moeten betalen aan hen. Maar de Charles die erin lukt van ze binnen zijn muren te krijgen, als de hertog nog eens een feestje bouwt, mogen zij wel voor de catering zorgen. En voor de wandtapijten. En voor al de rest. C'est pour séduire le duc, et pour faire mieux que Louvain et Malines, qu'on a construit la tour la plus haute du monde, au XVe siècle. La flèche de l'hôtel de ville. 96 mètres. Presque de quoi te chatouiller les orteils, Madame la Pluie. Je repense toujours à Victor Hugo qui, habitant en face, l'admirait, admirant sa grandeur et disait « Un géant pourrait y vivre ». Et puis, voyant son extrême légèreté, sa délicatesse, disait « Une femme voudrait l'avoir à son cou ». Il ne contient rien, ce bijou de pierre, que de l'air. Ce qui symbolise peut-être le talent bruxellois le plus spécial. Savoir donner de la valeur à rien.
en faisant de ce rien le centre d'un labyrinthe où les parcours s'entrelacent avec délicatesse. Voilà donc là le début. Oui, hein. Non, c'est pas le début, ça c'est vers la minute 30, de la minute 39 à 47. Donc ici, finalement, on traite aussi de l'identité de Bruxelles en parlant de Mein Kempis, en parlant de la pluie. Vous vous adressez tout le temps à la pluie, Madame la pluie. Est-ce que c'est une façon de parler justement de cette identité complexe de Bruxelles et des Bruxellois? Oui, parce que en fait, à l'origine, c'était la pluie qui devait raconter l'histoire, parce que je voulais quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée, quoi, qui puisse regarder les choses d'en haut. Et ça marchait pas bien parce qu'il y avait plein de choses qu'elle pouvait pas savoir. Et donc finalement, j'ai pris le contre-champ et c'est moi qui lui ai posé des questions auxquelles, la plupart du temps, elle ne répond pas. Mais ça permet quand même de se placer dans... Parce que voilà, si de l'épopée, il y a plein de caractéristiques que j'étais observée dans l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, enfin d'autres épopées, il y a une caractéristique dont vraiment je ne veux pas, c'est le nationalisme, enfin au sens étroit du terme, enfin comme disait l'autre... et c'est plus un mot qui est à la mode. Patriotisme, oui, si ça consiste à apprécier les caractéristiques du ou des groupes où on se trouve. Mais si ça, oui, ok. Mais le nationalisme qui consiste à jeter de l'huile bouillante sur les voisins, alors là, non, quoi. Et donc, voilà, c'était une façon d'englober ce caractère particulièrement hybride et patchworké, qui est une des choses que j'aime dans Bruxelles. Donc finalement, c'est pas aussi une épopée historique, quelque part? Oui, enfin, sauf que il y a des trous, hein, c'est une dentelle, donc il y a des des grands trous, il y a des périodes dont on parle pas, et bien sûr, c'est pas une encyclopédie, donc voilà, c'est l'histoire à travers quelques... Moi, j'ai toujours été fascinée quand vous êtes dans un endroit avec un historien, mais par exemple, être à la Bourse avec un historien, ben lui, il est avec avec le couvent des Récollets, avec le duc de Brabant, avec plein de choses, et ça ne l'empêche pas de traverser la rue comme il faut et d'employer son téléphone portable. Donc il porte plusieurs temporalités en lui, et j'ai toujours jalousé cette capacité, et donc j'ai essayé de la restituer dans le film avec les moyens du cinéma. Avec aussi, donc, comme on l'a vu, c'est l'Homegang. C'est l'Homegang, oui, donc on a des figurants qu'on ne doit même pas costumer, ils font ça très bien tout seuls, et ils ont un rapport d'authenticité à leur costume, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la cour de Charles Quint est représentée par ses descendants. Donc dans chaque famille, ils se mettent d'accord, c'est toi le descendant le plus direct, ok, alors c'est toi qui y vas, et donc ils entretiennent les costumes, bon, alors et alors le bon peuple de Bruxelles est fait par les associations du bon peuple de Bruxelles, et donc il y a un rapport qui n'est pas qu'un rapport cosmétique, quoi. Il y a quelque chose d'engagé dans cette façon de restituer le passé. Alors bon, après, si on s'intéresse de près à l'Homegang, c'est plus complexe que ça, parce que ce qui est représenté, c'est l'Homegang de 1549, et c'est reconstitué depuis 1931 pour des raisons justement comment dire... Enfin bref, c'est tout à fait un autre sujet, mais donc mais moi j'aimais bien le côté visuel de l'Homegang et cette façon de rentrer dans le passé. Et avec cette dimension aussi fortement folklorique aussi alors à Bruxelles, qu'on oublie peut-être parfois un peu. Moi, j'aime pas le folklore parce que dans le folklore, il
il y a un peu formol, quoi. Si on est dans le folklore, c'est que c'est déjà mort, qu'on l'a mis sous perfusion, puis comme ça marche à moitié, on a mis du coton dedans et une vitrine autour. Mais par contre, il y a plein de choses qui se passent à côté. Donc voilà, c'est juste que j'ai été chercher des figurants en costume, mais j'aimais bien ceux-là parce que ils ont une relation personnelle à leur costume. Voilà, donc la troisième épopée authentique qui donc on voit aussi donc ici cette fois c'est Bruxelles. C'est aussi marqué votre attachement à Bruxelles? Oui, l'exprimer. Avec ses côtés positifs et le côté négatif, parce qu'il y a plusieurs fois, on peut voir dans le film aussi pas toujours le beau côté de Bruxelles. C'est entre dentelle et merde de chien, c'est sûr, et il y a les deux. Donc. Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, en fait. Oui. Ben voilà, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose ou si j'ai une dimension qu'on a omis, passer... Je crois qu'on a déjà dit beaucoup. Merci. Voilà, en tout cas, Anne-Lévy Morel, merci beaucoup pour cette rencontre ce midi. Merci aussi au public. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dans la salle. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever le doigt. J'arrive avec un micro. C'est que c'était complet. Ils sont affamés. Il faut se dire que c'était complet. Voilà, c'était complet. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette émission Histoire de savoir, version sciences humaines au niveau des pauses musicales, toujours en Creative Commons ici, issu du label Escala. On a écouté tout d'abord Pirata avec Azimut, ensuite Plague avec This Moment is Eternal, et enfin Danietto avec Recuerdos Cifrados. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Histoire de savoir. Demain, c'est Adeline que vous retrouverez pour Histoire de savoir, cette fois version vie pratique à l'ULB. À la semaine prochaine, très belle semaine à vous. Au revoir.